Bonjour à tous et bienvenue au 4e épisode de Résume-moi ça, où le but est de faire découvrir des thèmes diversifiés grâce à des textes ou articles scientifiques qui ont été rédigés par le passé. Alors dans ce 4e épisode, nous allons discuter d'un sujet qui fait encore parler de lui, le télétravail. La pandémie du Covid obligea des centaines de millions d'individus à changer leur mode de travail. Le travail à distance devenait la norme et les gouvernements des pays du monde entier ont recommandé cette pratique. Toutefois, le télétravail n'est pas quelque chose de totalement nouveau. Ce fut une pratique qui existait bien avant la pandémie. À cette fin, je vais vous présenter aujourd'hui cette histoire du télétravail dans les années 80 et 90. Le pays sur lequel on se penchera sont les États-Unis qui à cette période avaient un rôle dominant concernant les innovations technologiques qui faciliteront et permettront le télétravail. Le progrès technologique et l'avancée des réseaux de télécommunications a selon le professeur Bokeh permis une troisième vague d'exurbanisation des entreprises. Qu'est-ce que cela signifie exactement ? L'exurbanisation dans ce cas-là signifie le transfert de l'activité se déroulant normalement dans le centre-ville vers la périphérie ou un endroit se situant hors de la ville. Cette possibilité est due à l'avancée technologique. Ainsi, dans les années 80, l'ordinateur personnel remplace les mastodontes d'auparavant. On n'avait plus besoin d'une salle entière pour faire fonctionner un seul ordinateur. Désormais, les micro-ordinateurs s'installèrent lentement dans les foyers des familles. Les réseaux de télécommunications explosent également. Exemple de cela est le courrier électronique. Si en 1980, on avait 1 million d'utilisateurs d'email, on avait en 1995 30 millions d'utilisateurs. Si le télétravail est apparu aujourd'hui pour faire face à la pandémie, la raison de promouvoir le télétravail avant l'an 2000 était tout autre. Le télétravail était vu comme un moyen de résoudre deux problèmes urbains face à lesquels les grandes villes faisaient face. Premièrement, il y avait le problème des congestions des axes routiers qui créent des embouteillages massifs vers le centre-ville. Ce premier problème engendre le deuxième qui est celui de la pollution d'air. Ces deux problèmes étaient liés au fait que l'employé devait se rendre physiquement à son poste de travail. Mais venons-en au changement réel. À cette fin, intéressons-nous à Los Angeles, métropole des stars, qui est également l'exemple idéal de cette congestion routière et de pollution. Ainsi, PacificBell, qui est une compagnie locale de téléphone, a en 1984 75 personnes qui pratiquent cette méthode de travail. Notons toutefois que cette pratique fut acceptée par cette compagnie de télécommunications en vue de réduire la circulation automobile pour les Jeux Olympiques en 1984. Au niveau de la ville elle-même, le comté de Los Angeles permet à certains de ses employés le télétravail à partir de 1989. Ainsi, en 1995, on avait 4000 personnes qui pratiquaient cette méthode de travail. L'avancée du télétravail se fait doucement à Los Angeles. Néanmoins, une catastrophe provoquera une montée importante. Le 17 janvier 1994, la Californie du Sud est frappée par le tremblement de terre de Northridge. Avec une magnitude de 6,7 sur l'échelle de Richter, ce tremblement de terre provoqua des dégâts importants. 57 personnes sont mortes, on a eu plus de 8000 blessés et des maisons furent détruites. Les autoroutes de Los Angeles étaient également détruites ou endommagées et la ville ne voulant pas surcharger les routes restées intactes, le télétravail est apparu comme une solution. Les entreprises ont ainsi lancé des programmes d'horaires flexibles ou encore de carpool, mais les patrons ont également accordé les demandes de travail à domicile de leurs employés. On assista également à la création de fortunes de centres de télétravail se situant hors de la ville et qui étaient équipés du matériel informatique nécessaire pour réaliser ce travail à distance. L'auteur du Los Angeles Times, Chow Lam, écrira le 4 février 1994 « Il n'a fallu rien de moins qu'un tremblement de terre pour que le télétravail suscite un certain intérêt. » Dans ce même article, Jack Niels, qui avait en 1973 créé ce terme de télétravail et qui avait vu le potentiel de cette méthode de travail, dira « Le télétravail amène le travail au travailleur plutôt que le travailleur au travail. » Plus tard dans l'article, il dira « Les électrons sont beaucoup plus légers à déplacer que les personnes. » La California State University, qui s'est située dans l'épicentre, se fit dans l'impossibilité à continuer les cours en présentiel. Nombreux bâtiments de l'université étant détruits, l'administration mit en place un système de telecommuting. Le terme telecommuting signifie que le travail se fait hors de l'endroit habituel. Cela signifie qu'on peut faire ce travail dans des bureaux ou des abris de fortune faits pour. Le télétravail, quant à lui, est réalisé à la maison. Toutefois, ces deux termes sont interchangeables et on peut utiliser le terme de télétravail pour parler de telecommuting et inversement. Le point important est le fait que dans les deux cas, le travail se fait en dehors de l'endroit habituel. Les enseignants se sont de ce fait équipés d'ordinateurs portables ou encore de fax modem pour ce nouveau challenge.
Les cours reprirent sous détente en dehors des zones de destruction. Malgré le fait que les cours n'étaient pas centralisés à un seul endroit, les professeurs et étudiants ont pu travailler. Au lendemain de cette catastrophe, il a aussi créé le Southern California Telecommuting Partnership, qui est un organisme menant des campagnes d'information auprès du public tout en formant les cadres des entreprises et équipant les entreprises pour permettre ce télétravail. Toutefois, la Californie n'est pas le seul État à se tourner vers ce nouveau mode de travail. Partout dans les États-Unis, on retrouve de telles initiatives. Ainsi, lorsqu'une tempête de neige bloque la côte Est en janvier 1996, nombreux furent les employés qui ont pu continuer à gérer leurs fichiers à domicile. De même, on a connu en Floride la création de la semaine du Bebop qui encourage les élèves ou encore les employés à utiliser le bus, le vélo ou encore à marcher vers l'école ou le poste de travail. Dans cette même optique, on encouragea le telecommuting, c'est-à-dire le travail hors de l'endroit habituel. Le succès fut limité. En 1994, il y avait eu 150 participants et en 1995, on avait 80 préinscriptions. Néanmoins, toutes ces pratiques relèvent d'initiatives privées des entreprises ou encore de certains comtés. Il n'y avait pas de politique nationale à ce sujet. Pour Yves Bocquet, on avait besoin de 3 éléments pour une expansion du télétravail. Tout d'abord, on a besoin d'un assouplissement des réglementations pesant sur les compagnies de télécommunications. Ensuite, il faut une modification des réglementations locales qui interdisent parfois le travail à domicile. Finalement, le gouvernement fédéral devrait selon lui montrer l'exemple en autorisant ce nouveau type de travail. En effet, le gouvernement fédéral avait déjà entrepris quelques exemples de télétravail. Le service fédéral GSA avait ainsi établi en 1991 dans la ville d'Hagerstown le premier Federal Alternative Worksite Center. Ce centre permettait aux employés fédéraux à ne pas devoir faire plusieurs centaines de kilomètres et avoir accès depuis le réseau d'ordinateurs dans ces locaux créés à distance à n'importe quelle agence fédérale. Un employé fédéral dira à ce sujet au Washington Post « La plupart de mes travaux sont effectués sur ordinateur et 75% d'entre eux pourraient être effectués n'importe où ». Le telecommuting ou le télétravail est ainsi devenu une réalité dans les États-Unis. Mais que disent les chiffres ? En effet, les chiffres fluctuent selon les sources. Une enquête fédérale en 1991 indiquait qu'il y avait 1,9 million de personnes pratiquant cette forme de travail. D'après Business Week, on compterait environ 8,4 millions de personnes passant quelques jours par mois à la maison travaillant pour leur société durant les heures du bureau. De son côté, le American Housing Service indiquait qu'il y avait 4,8 millions de telecommuters en 1995 et 5,7 millions de telecommuters en 1997. Il est en effet difficile d'établir des données correctes dû au fait que le télétravail et ses statistiques se différencient à cause des méthodes employées pour quantifier cette pratique. Ainsi, compta-t-on les malades qui restaient à la maison, envoyèrent des mails ou passèrent des coups de fil au bureau. On peut se demander également quelle était la situation en Europe. Yves Bocquet, dans son article, nous faisait part que d'après une estimation, il y avait 1 million de télétravailleurs dans l'Union européenne, parmi lesquels 430 000 venaient de la Grande-Bretagne. Pour lui, qui a écrit cet article en 1998, il espérait que l'intérêt principal de l'Europe pour le télétravail soit comme aux États-Unis, c'est-à-dire de participer modestement à cette quête de réduire les congestions routières et la pollution dans des villes comme Londres ou Paris. Dans ce même article, Yves Bocquet avait une phrase presque prémonitoire. Il note « Il n'est pas impossible d'imaginer de travailler depuis un chalet savoyard ou un mas provençal pour une banque parisienne ou une firme lyonnaise, ou sur une île écossaise pour un créateur de logiciels. » Quelques années plus tard, cette phrase devenait réalité. On a ainsi vu l'émergence des nomades digitales voyageant le monde entier et travaillant dans n'importe quel endroit avec un ordinateur portable et une connexion Internet. Comme pour le tremblement de terre en 1994 à Los Angeles, ce fut une autre catastrophe qui amena un renouveau pour cette pratique de travail. Le Covid obligea une grande partie du monde entier à travailler à la maison. Grâce à l'avancée technologique, certains ont pu travailler à 100% hors du lieu de travail. Aujourd'hui, le concept est poussé encore plus loin. Exemple de cela, Mark Zuckerberg qui souhaite incorporer la réalité virtuelle au télétravail. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu et on se retrouve pour un prochain épisode de Résume-moi ça.